Bonsoir à tous. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler de l'examen de conformité fiscale, faire un petit point sur finalement l'historique. Ça fait déjà 3 ans que ce dispositif existe. Rappeler l'intérêt de cette mission pour l'expert comptable. On vous a interrogé, on a interrogé aussi les cabinets pour voir un petit peu quelles étaient les tendances. On reviendra sur cette enquête. Donc avec moi ce soir, Jean-Pierre Cossin. Donc Merci. conseiller maître à la Cour des comptes qui nous fera un petit point sur la partie d'historique et puis l'intérêt de la mission pour l'expert comptable. Franck Labarre, directeur général de Compta Sécure, avec qui nous travaillons chez ECMA sur la solution Conforme Expert. Et Cédric Bastien, donc expert comptable convaincu de l'ECF, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui nous partagera son expérience. Alors, l'examen de conformité fiscale, il a 3 ans, c'était en 2021, ça s'inscrit dans la loi ESSOC. C'est également par rapport à un changement de relation, mais on va revenir dessus avec l'administration fiscale, sur une relation de confiance. Ce webinaire, donc il est enregistré, vous pourrez l'avoir en replay et vous aurez bien entendu le support qui va vous être envoyé à la fin. Et puis, vous avez le chat, les micros sont coupés, mais vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser les questions, elles nous seront transmises et puis on y répondra au fur et à mesure en fonction du déroulé ou bien à la suite. Et s'il y a quelques questions sur lesquelles nous n'aurions pas la réponse, on pourra vous les faire suivre par la suite. Alors, l'examen de conformité fiscale 2021, Jean-Pierre, ça fait 3 ans. Quel bilan on peut en tirer? C'est vrai que ça fait déjà 3 ans. Ça fait plusieurs campagnes et on observe que ça monte en gamme, me semble-t-il. Que ce bilan, il faut l'apprécier du point de vue de votre profession et me semble-t-il aussi du point de vue de l'administration fiscale. Hein, c'est quand même une prestation de sécurité fiscale que les experts comptables essaient de rendre à leurs clients et par conséquent, il faut se demander si ils ont été, pendant cette période, suffisamment à la hauteur de l'attente. Pour être très objectif, on peut dire qu'il y a encore une insuffisance d'examen de conformité fiscale, bien qu'on arrive à une centaine de milliers, ce qui est quand même pas mal. Mais je ne pense pas que ce peu relatif d'examen de conformité dissuade l'administration de poursuivre dans cette direction. Au contraire, lors de dernière journée annuelle du club fiscal, le directeur du service de contrôle et de sécurité juridique, Frédéric Anucci, nous a dit que, semble-t-il, il voulait se diriger vers un examen de conformité fiscale et sociale, c'est-à-dire y adjoindre la partie sociale. Ce qui montre bien que du point de vue de l'administration, il y a un certain nombre de tâches qui sont des tâches qui peuvent être déléguées à des professionnels du chiffre et du droit, qui leur permettraient de se décharger de contrôles qui sont un peu simples. Or, dans l'examen de conformité fiscale, heu, on va avoir un gros avantage pour les entreprises. Peut-être celui-ci n'est pas suffisamment, évoqué, c'est celui de ne pas être, de moins être contrôlé. J'allais même dire aujourd'hui de ne pas être contrôlé parce que il a été dit, toujours dans ces mêmes journées du club fiscal, par le même, directeur, qu'ils allaient mettre à compter de 2023 et non pas dans les 2 premières années, les examens de conformité fiscale qui auront donné lieu à un compte rendu de mission conforme dans l'algorithme du contrôle fiscal. C'est une façon de dire, et même quasi affirmer, que ce qui était indiqué à l'origine dans les textes et dans la communication de Bercy, que ces entreprises seront pas ou peu contrôlées, j'allais même dire pas contrôlées. Et ce qui veut dire pour moi que le véritable avantage de l'examen de conformité fiscale, permettez de dire, c'est pour le client. C'est pour le client. Celui-ci est prêt à payer une prestation pour valider la déclaration qu'il dépose et de ne pas être contrôlé. Ça, un avantage pour tout le monde. Et donc, je puis dire que pour moi, il conviendrait de développer encore cette prestation de service, qu'elle est très adaptée évidemment à votre profession, puisque qui peut mieux que vous apporter une appréciation fiscale et comptable sur un dossier qu'il a lui-même mis en place.
Je suis, vous le savez, un chaud partisan de cet examen de conformité depuis l'origine, pour votre profession. Et quand je parle de cela dans mes formations ou même encore aujourd'hui, je parle de l'examen de conformité fiscale qui est fait sur les dossiers qui sont de tenue ou de révision des cabinets eux-mêmes sur leur propre dossier. Et de ce point de vue, il est absolument indispensable d'admettre que ce contrôle de mission aura nécessairement une solution conforme, puisqu'on est en train de valider nos propres travaux. J'ai même tendance à penser que cet examen de conformité fiscale devrait être fait en amont du dépôt de la déclaration. C'est-à-dire faire reposer la déclaration fiscale sur la validation des 10 points. Et auquel cas, le professionnel aura validé son propre travail et aura rendu un service à l'administration. C'est de ce double point de vue que je me place et je continue à penser que ce qui est positif dans l'examen de conformité fiscale, c'est aussi de permettre au cabinet de porter une appréciation, voire apporter des améliorations à leur propre travail. Parce que il ne faut pas penser que dans toutes les professions, on puisse faire tout bien. Il y a des moments où on fait pas aussi bien qu'on ne le pense. Et j'ai observé à travers mes discussions, mes contacts avec votre profession, que bon nombre de vos confrères s'interrogent sur la question de l'examen de leur propre activité. Au fond, on dit on est en train de regarder si on a bien travaillé. Je réponds oui. On a justement des confrères, parce que ça divise un peu cette question-là, qui se disent: «Mais en fait, donc il y en a enfin, c'est on en parlera, qui se disent: "On y va", puis il y en a d'autres qui disent: C'est de l'autorévision, je vais pas m'autoréviser». Ça fait un peu débat Je chez les suis, confrères. ça, je suis d'accord. C'est d'ailleurs une vraie question. Mais moi, je suis un consommateur d'experts comptables. Et quand l'expert comptable vient m'expliquer que mes résultats, me donner mon bénéfice, m'expliquer que ma situation va bien, je lui dis, mais ça, je le sais. Je le sais. S'il me disait que j'ai commis des irrégularités, je peux lui répondre aussi, je le sais. J'en porte la responsabilité. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que vous avez fait votre travail conformément aux exigences de l'administration fiscale? Est-ce que le logiciel que vous utilisez, il est bien conforme? Est-ce que le PCG est correctement utilisé et appliqué, pardon? Et ça, je ne le sais pas. Eh bien, vous fais confiance. Mmh? Je pense que c'est très bien fait, mais j'ajoute un peu par provocation, écrivez-le moi. Et pour l'écrire, ça veut dire remplir les 2 premières cases de l'ECF. Et alors là, je les rassure tout de suite, parce que il faut savoir qu'il peut y avoir, dans l'analyse de ces écritures comptables, des anomalies, parce qu'il y en a partout. Quand on regarde les propositions de rectification à la suite d'un contrôle fiscal, on observe que l'administration fiscale et une demi-page ou une page qu'on ne sait pas bien d'observation pour dire que le fait qu'il n'est pas tout Oui. conforme en tout point, mais qu'il y a quelques petites irrégularités. Et quelle en est la sanction? Aucune. Aucune sanction. Autrement dit, l'administration fiscale dit ça serait mieux d'avoir un FEC plus fiable, mieux cerné, mais tel qu'il est, il ne conduit pas à un registre de comptabilité. Donc je vous dis, essayez d'améliorer. Eh bien, l'examen de conformité fiscale, qui permet au cabinet, en même temps qu'il rend service à son client, de regarder comment ça se passe au niveau de la prestation de comptabilité qu'il rend, eh bien, il progresse petit à petit dans la fiabilité et le fait. Alors, je vais faire une petite remarque que j'ai entendue aussi de l'administration fiscale, qui dit au fond, on n'attend pas de l'examen de conformité fiscale des rectifications fiscales.
Ils ont raison, vos confrères, de dire que en faisant de l'autocontrôle, ça ne va pas se traduire par une modification du résultat qu'on a déclaré 3 mois avant. Évidemment qu'il n'y a pas de rectification. Ce que disait Bercy, c'est grâce à l'examen de conformité fiscale ou à cause, il va y avoir une montée en gamme de la qualité des fichiers des écritures comptables. Alors là, le petit bémol que je pourrais faire, mais il ne faudrait pas que Bercy m'écoute, c'est que peut-être dans son esprit, c'est que quand tous les fichiers des écritures comptables auront suffisamment monté en gamme, eh bien peut-être que là, le grand ordinateur de Bercy pourra se substituer aux petits ordinateurs des cabinets et des... C'est peut-être ça la perspective à 10 ou 15 ans. Dire au fond, les ECF que vous faites, qui ne rencontrent pas d'anomalies, qui ont pour but principal, il faut le dire, de vérifier que les déclarations que l'on dépose reposent sur une comptabilité régulière, sincère et probante, quand on a ça, tout le reste est subsidiaire. Avec, j'ajoute, peut-être le cadrage de TVA. Quand l'administration sait que, un, il y a une comptabilité, que deux, elle est correctement tenue, elle est conforme, que trois, la TVA a été correctement payée, est-ce que vous pensez qu'on n'en a pas assez pour dire que ça suffit? Les provisions, je peux en débattre. Enfin, c'est une question de décalage quelque part, c'est pas dramatique. Les amortissements ne disent rien, et puis tout le reste. Donc on a trois éléments essentiels. On pourrait ajouter la caisse certifiée pour avoir cette information. Il y a vraiment un partage d'avantages entre les cabinets et l'administration fiscale. Elle ne vous a pas fait un cadeau de pouvoir réaliser des ECF sur vos propres dossiers en vous faisant payer éventuellement, si vos clients veulent bien le faire, sans qu'elle en trouve une contrepartie. La contrepartie, c'est j'ai une information que je n'ai pas sans le CF. Parce que n'oublions pas qu'on est dans un cadre particulier dans lequel les organismes de gestion vont avoir une activité réduite. Certains vont faire des ECF, c'est leur problème. Mais ce tamis qu'il y avait, ce contrôle, l'effet qu'il passait du cabinet vers l'organisme de gestion, le fait qu'il n'est plus nulle part. Et donc, il faut bien qu'il soit quelque part. Et le CF va permettre à l'administration de savoir qu'il y a des faits réguliers et que votre profession travaille bien. Voilà ce qu'il veut. Et donc, vous avez un avantage et l'administration en a. C'est pour ça que c'est, à mon avis, un produit qui va perdurer. Donc ça nous permet justement de repousser le risque de contrôle fiscal, en tout cas de limiter le risque de contrôle fiscal chez le client. Et ça permet également de matérialiser tout ce que l'on fait, en fait, par ces deux premières lignes du compte-rendu, de dire, bah, en fait, c'est bien fait, c'est bien conforme. Et du coup, ça rassure aussi le client par rapport à ça. Le client, moi, je vous l'ai dit, je suis consommateur d'experts comptables. Hein, c'est digeste, hein, je vous rassure, c'est très digeste. Consommateur d'experts comptables. Et c'est moi qui exige le CF. Excusez-moi. C'est moi qui l'exige. Je veux savoir. Je veux ma garantie fiscale et je suis prêt à payer ma garantie fiscale. C'est pas l'expert comptable qui veut m'escroquer de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. C'est pas ça le sujet. Moi, je suis un consommateur. Je sais que le CF existe. Je demande le CF. C'est tout. Et je demande le CF. Et si l'expert comptable ne voulait pas me le faire, alors que je lui demande, je serais inquiet. Oui. Je serais inquiet. Là, D'autant plus que ça fait partie de la mission de conseil. De me dire que ça existe et de me dire que si j'en veux pas, ce serait mieux que je lui dise que j'en veux pas pour qu'il me reproche pas un jour ou l'autre que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez, moi, en tant que consommateur de comptabilité, j'exige un ECF. Et si c'était compris comme ça, d'ailleurs avant, ils exigeaient, évidemment, il y avait un avantage fiscal, l'organisme de gestion agréé. En fait, ils avaient une sorte de garantie quelque part de ne pas être contrôlés parce qu'ils étaient adhérents d'un centre ou d'une association agréée. Donc tout ça, c'est quand même un environnement différent qui mérite voilà, ce que je puis vous dire sur cet examen. Et j'ajouterai, et puis ça sera peut-être parce que je suis bavard et un peu trop, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité sur le CF de l'expert comptable. J'insiste souvent parce que
que risque l'expert comptable sur un mauvais ECF, hein? C'est-à-dire sur un ECF, quand on raisonne un petit peu, qui fait que normalement il ne sera jamais contrôlé. Que s'il l'était, par hasard, il a pu l'être dans les 2 premières années parce que les algorithmes ne marchaient pas, donc tout ça il a pu l'être, mais pas beaucoup. Et si il n'est pas contrôlé, évidemment, il n'y a pas de rectification. Et s'il était contrôlé et qu'on rectifie un point qui a donné lieu à un contrôle de mission positif, il doit rembourser les honoraires qui correspondent à ce point. Mais si notre responsabilité professionnelle n'était que de rembourser les honoraires qu'on a perçus quand on a fait une bêtise, on serait rassuré, on serait même content. Simplement, le législateur a dit, enfin du moins le Bercy dit, si vous avez fait un mauvais ECF, il n'y a pas de raison d'être payé. Donc vous remboursez votre client parce que vous êtes mauvais. Bon, tout ça, c'est pas très grave en définitive. Non. La responsabilité de l'expert comptable, et je le dis, je l'ai vécu à travers... c'est plutôt la responsabilité de la tenue de comptabilité. Quand vous avez fait un ECF qui peut être correct, aucune responsabilité. On n'a pas regardé quelque chose, qui sont les charges déductibles ou non déductibles. Si on a commis des irrégularités fiscales et comptables en passant en charges déductibles ce qui serait des dépenses personnelles, je simplifie, tout le monde comprend ce que je dis, eh bien, là, j'ai commis une irrégularité qui pourrait conduire éventuellement un expert comptable devant la chambre de discipline ou je ne sais quoi, mais pas pour le CF. Pas pour le CF, je n'imagine pas d'experts comptables qui feraient des CF bidons sur des dossiers bidons pour faire... Je ne parle pas de ça. Donc, il n'y a aucune responsabilité du point de vue au regard de l'ECF. Les responsabilités, c'est en tant qu'expert comptable vis-à-vis de l'ordre. Là, oui, mais ça, c'est votre métier, membre de l'ordre, oui. et c'est vous qui regardez ça. Mais du point de vue de l'ECF, je dis ça parce que beaucoup disent on prend des responsabilités, on s'engage. On ne prend pas beaucoup de responsabilités, on prend la responsabilité professionnelle de faire un ECF professionnel, mais pas plus, plutôt moins que quand on tient pas ses écritures. Voilà ce que je puis dire. Alors maintenant, il faudra que vous alliez en parler tout à l'heure. Il faut le faire avec une organisation. Oui. C'est l'organisation, c'est pas mon sujet. Moi, je vous l'ai dit, je suis un contribuable qui se fait faire un ECF et qui paye l'ECF à son expert comptable pour qu'il lui fasse correctement. Alors justement, mais il faut qu'il soit organisé, lui, pas moi. Justement, c'est le moment puisque c'est maintenant sur les nouveaux millésimes qui vont s'ouvrir où on va pouvoir cocher l'ECF pour indiquer qu'il sera fait ultérieurement. Donc, on a repris un petit peu les historiques de cases cochées sur les flux je déclare. Donc, en 2021, c'était vraiment exploratoire, peut-être, voilà, donc encore un peu à rechercher. En 2022, ça s'est beaucoup développé, mais la barre des 100 000 n'était pas passée. Par contre, en 2023, on a dépassé les 100 000 et voilà, l'objectif de 150 000 est déjà tracé pour à dépasser sur la partie de 2024. Donc ça, c'est finalement assez peu également, puisqu'on est sur un flux de télétransmission autour de 3,8 millions de l'IAS fiscal, donc pas sur quelque chose. Et on avait dans l'enquête un retour d'un confrère qui disait en effet que c'était perçu comme un label au niveau de l'ECF proposé au niveau des clients. Alors, on a fait une enquête donc dessus, donc en partenariat, Franck, ensemble. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer au niveau de cette étude? Alors, quel est un peu le périmètre de l'étude et puis Alors oui, effectivement, on a réalisé en février dernier une enquête auprès de la profession. L'idée, c'était vraiment de comprendre comment cette mission elle était appréhendée et comment elle était réalisée, les pratiques pour réaliser cette ECF. On a donc eu 260 répondants qui ont donc répondu à entre 10 et 15 questions. Et donc majoritairement, ces répondants, c'était des experts comptables, également des collaborateurs du cabinet.
Donc au niveau de ces répondants, ce qu'on constate, c'est que le pool de répondants, en fait, représente majoritairement des cabinets de petite ou de moyenne taille, c'est-à-dire des cabinets qui produisent, enfin qui suivent entre 50 et 500 dossiers annuellement. Et donc le premier enseignement majeur de cette enquête, c'est que à date, un expert comptable sur 3 a d'ores et déjà proposé le CF à ses clients. Ce qui veut dire évidemment qu'aujourd'hui, 2 tiers des répondants n'ont pas encore réalisé de CF. Parmi ces 2 tiers qui n'ont pas réalisé de CF, la moitié envisagent ou sont ouverts à l'idée de le proposer et de réaliser cet ECF. Donc finalement, au global, 2 tiers des répondants sont ouverts à l'idée de réaliser cet ECF, soit en continuant, puisqu'ils le font déjà, soit en lançant cette nouvelle mission. Ouais, donc c'est un sujet qui intéresse les confrères. De toute façon, on l'a vu au moment de l'inscription aussi au webinaire, où il y avait un peu plus de 600 inscrits ce soir. Donc un sujet qui se développe au sein de la profession. Et donc les motivations? Oui, donc la première question qu'on a posée à ces cabinets qui d'ores et déjà proposent et réalisent des ECF, c'est pourquoi ils l'ont développé. Évidemment, la première réponse, c'est qu'ils souhaitaient diminuer le risque de contrôle fiscal pour leurs clients. Ça reprend bien les éléments que M. Cossin nous a précisé. Deuxième intérêt qu'ils y voyaient, c'était de le faire eux pour pas laisser entre guillemets la place à d'autres prestataires, puisque le CF peut être réalisé par d'autres tiers de confiance. Mais véritablement, le premier motif qui les a poussés à réaliser ces ECF, c'est la diminution du risque fiscal pour leurs clients. Petite précision, parce que je crois qu'on en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un certain nombre de répondants, d'experts comptables, ont considéré que le fait de le proposer relevait de leur devoir de conseil. Au-delà effectivement de l'intérêt qu'ils y voyaient pour eux et pour leurs clients, c'était pour eux finalement répondre à leur devoir de conseil que de proposer la réalisation de l'examen de conformité fiscale. Après, c'était les autres missions. Oui, effectivement, il y avait d'autres motivations qui est un petit peu moins prégnantes, qui étaient de proposer une offre complète. Et puis, élément intéressant, de pouvoir proposer des missions qui leur apparaissaient rentables au niveau de leur portefeuille de prestations. On va y venir sur l'organisation et sur le côté de la rentabilité de cette mission. Tout à fait. Autre peut-être, si on passe cette fois au-delà de ce qui les a motivés comment on vend, ouais. Voilà, au-delà de leur motivation à le proposer, on leur a posé la question de comment ils l'ont vendu, comment ils l'ont proposé à leurs clients et quels ont été les principaux arguments qu'ils ont utilisés. Donc là, on retrouve finalement l'intérêt qu'ils y voyaient. Ils ont mis en avant la diminution du risque de contrôle fiscal. C'est très majoritairement l'argument qu'ils ont utilisé et qui visiblement, on le verra, a porté puisque les clients ont majoritairement accepté la réalisation de cette On l'a entendu, ECF. pour le consommateur de services d'expert comptable, voilà, c'est vraiment Exactement. ce sujet-là. Ouais. Donc, ils ont également mis en avant, pour un certain nombre d'entre eux, la possibilité d'exonération des pénalités en cas de redressement sur un point validé, et plus globalement, l'aspect de civisme fiscal que représentait le CF vis-à-vis de l'administration. Ça, c'est bien, c'est la première fois que j'entends, mais j'allais vous poser la question. Qui a répondu: «Je veux faire preuve de civisme fiscal», qui est quand même l'objectif essentiel et c'est pour ça que la première année, les contribuables qui ont envoyé un compte rendu de mission, eh bien, ont reçu de Bercy une lettre de remerciement.
d'avoir choisi le CF parce qu'ils avaient décidé de faire preuve de civisme fiscal. Et donc, c'est bien que certains de vos confrères fassent apparaître ce point dans le choix. Oui, tout à fait. Alors, Cédric, si on revient un petit peu sur ces deux dernières slides, quelles sont les motivations? On revient un petit peu sur les motivations, les principales motivations. Quand on vend des ECF, quelles sont les principales motivations? Je pense que de toute façon, on s'inscrit vraiment dans une démarche qui est la sécurisation de notre client. Chaque jour, on essaye de sécuriser notre client. On a une mission de présentation et chaque jour, on essaye de faire au mieux pour le sécuriser. On a un dispositif qui nous permet de le sécuriser dans le cadre d'un contrôle fiscal ou en tout cas, peut-être, de le voir échapper à un contrôle. Pourquoi s'en priver? C'est aussi simple que ça. À partir de là, l'idée, c'est, oui, et en plus, j'ai une responsabilité en matière de devoir de conseil. C'est-à-dire que demain, comment mon client va percevoir une situation où il apprendrait que, eh bien, il existe un dispositif où il aurait pu tout simplement ne pas avoir de contrôle fiscal, il en a un, et moi, eh bien, expert comptable, son expert comptable depuis tant d'années, qui établit les comptes, mais finalement, je lui ai rien proposé. C'est aussi simple que ça. Donc, en tout cas, quand je vois les principales motivations, oui, effectivement, l'axe principal, en tout cas, lorsque on aborde ce sujet avec nos clients, reste un axe de sécurisation en termes d'un éventuel contrôle fiscal. Après, on ne peut rien garantir non plus. Non, bah, c'est pas... On peut avoir des indicateurs de détection autres, notamment de TVA ou ce genre de choses, mais si tout se passe normalement, j'ai envie de dire, normalement, le client ne serait pas contrôlé. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit et c'est ce qu'on dit aux clients. Donc, pourquoi s'en priver? Et du coup, les arguments, le retour des clients par rapport aux principaux arguments? Le client, lui, perçoit la chose de façon... il est ouvert, il est complètement ouvert à la discussion. Et c'est vrai que après, on a des réactions qui sont diverses. La première, c'est de dire, mais je ne comprends pas, vous me sécurisez déjà au travers de la mission de présentation, qu'allez-vous faire de plus? Et donc, lorsque vous commencez à aborder les 10 points de contrôle, dont les 2 premiers commencent par effectivement le fichier des écritures comptables, là, le client peut être réceptif et vous dire, mais j'attends aussi quand même de mon expert comptable qu'il ait un logiciel qui réponde à la règle du fait. Donc, le client, en tout cas, est réceptif. Le client se dit, je prends ce dispositif soit dans la continuité de la mission, qui est la mission principale de présentation. Nous, on a même des remerciements de certains clients. Ça reprend un peu ce que vous dites, c'est-à-dire à un moment, il faut aussi, dans le cadre de cette mission, essayer de la valoriser. Il faut y croire. Et à partir de là, eh bien, il ne faut pas hésiter à communiquer avec son client sur aussi le compte-rendu de mission, lui expliquer. Et on a eu un nombre de retours de nos clients comme quoi ils nous remerciaient d'avoir exécuté cette mission. D'accord. Donc on est voilà, sur toute cette partie de sécurisation fiscale et finalement de compréhension et d'appréciation de la part des clients sur ce phénomène de sécurité. Alors, derrière, la question, Franck, c'était, ok, mais combien de temps je mets pour faire un ECF? Oui, effectivement, ça nous paraissait intéressant aussi parce que les experts comptables qu'on entendait se posaient la question de l'investissement nécessaire, de concrètement combien ça prenait de temps l'examen de conformité fiscale à réaliser dans sa globalité. Donc on les a interrogés et donc sur le panel des répondants qui ont répondu. Donc, pour rappel, plutôt des cabinets de petite et moyenne taille, donc avec des dossiers qui relèvent plutôt de TPE, ou en tout cas, voilà, pas forcément d'ETI. Pas des grandes entreprises, c'est vraiment le tissu qu'on a en fait, les TPE. Absolument, absolument. Et donc, 3/4 des cabinets déclarent que le CF leur prend, tout compris, moins de 2 heures à réaliser. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce taux, il monte à 82% pour les cabinets qui utilisent Conforme Expert. C'est là où on voit bien tout l'intérêt d'utiliser une solution pour aider et accompagner les experts comptables pour réaliser le CF, ne serait-ce que parce que ça leur fait gagner du temps. On a également constaté que
quasiment un tiers des cabinets prenaient en moyenne moins d'1 heure pour réaliser le CF. Alors probablement sur des dossiers peut-être moins complexes ou plus petits, mais quand même un tiers des répondants qui constatent un temps inférieur à 1 heure pour réaliser le CF. Et à l'opposé, ce qu'on a également constaté dans les réponses, c'est que les cabinets qui n'utilisaient aucun logiciel Oui, pour parce que les j'ai aider, pas besoin d'outils finalement. Ça peut. Enfin, non, l'administration n'exige pas un outil. Voilà. le comment. Elle n'impose pas le comment réaliser le CF, comment renseigner le CRM. En revanche, ce qu'on constate, c'est effectivement quand on Classique en est temps. outillé et bien outillé, le CF, il est plus rapide évidemment et il est plus fiable pour un certain nombre de points, notamment les points de contrôle du FEC. Sans outils, ça semble à minima chronophage, Ah voire oui, c'est. compliqué Ouais. à faire sans outils. Est-ce que dans les 2 heures, on tient compte de la lettre de mission jusqu'à l'envoi du compte rendu de mission? Ouais, tout C'est à la fait. totalité du Ouais, processus. c'était l'idée de la question, c'était vraiment tout compris de A à Z, donc évidemment, y compris la lettre de mission, qui est notamment proposée dans l'outil Conforme Expert, jusqu'à la génération et la télétransmission du compte-rendu de mission sous format EDI. Cédric, Sur les 2 heures, alors sur les 2 heures, et puis comment vous êtes organisé au final? Parce que c'est vrai que là on voit les chiffres, donc on comprend bien la partie des 2 heures, donc ok sur les 2 heures, moi ça m'intéresse également, mais et puis sur l'organisation aussi, comment on organise son cabinet pour les faire? je pense que l'examen de conformité fiscale, l'idée pour un confrère qui souhaiterait se lancer dans ce dispositif, il ne faut pas l'utiliser comme un dispositif où je fais 1 ou 2 examens de conformité fiscale à la demande de mes clients. Donc à partir de là, si on développe l'examen de conformité fiscale, il faut essayer de le développer à grande échelle au sein de son cabinet. Qui dit grande échelle, forcément dit s'équiper d'un outil et avoir, si possible, une équipe dédiée. Alors une équipe dédiée, mais on ne fait pas non plus des examens de conformité fiscale toute l'année. Si on considère quand même qu'une grande partie de nos clients clôturent en année civile, il est vrai qu'en tout cas chez nous, on monte un petit pôle, l'examen de conformité fiscale, composé d'un expert comptable stagiaire avec un collaborateur qui l'assiste. Les travaux débutent au mois de juillet. Au mois de septembre, on est en plein dedans, et puis également au mois d'octobre. Oui, on crée un mini-pôle, vous voyez, Un peu temporaire. un peu temporaire, un Voilà. peu éphémère, parce que on réalise, nous, au sein du cabinet, en tout cas au titre de l'exercice 2022, on a réalisé 75 examens de Oui, conformité donc fiscale. 2 personnes. Ok. Donc oui, voilà, Mhm. c'est du temps. Maintenant, sur les 2 heures que vous évoquez, je pense que oui, on est dedans. Attention quand même aux tâches un peu en périphérie, vous l'avez évoqué, les tâches administratives. Attention également aussi, moi quand je l'ai mis en place en 2021, on était encore en mode exploration. Donc oui, il faut consacrer un petit peu de temps sur le choix de l'outil, sur la mise en place des process, sur le choix de la personne dans l'équipe aussi pour le faire. Après, on peut aussi avoir des temps qui commencent à glisser dès lors qu'on est sur, notamment, nous on le voit au sein de nos clients, des structures de groupes étrangers. Autrement dit, qui ont des logiciels comptables qui, malheureusement, n'exportent pas le FEC par une simple modalité d'extraction. Et ça aussi, c'est un argument commercial qui est assez intéressant parce que, bien souvent, la DAF locale française, qui a toutes les misères du monde à essayer de demander à son service informatique d'avoir un FEC valide, que personne n'entend, là, au moins, avec ce dispositif, vous êtes capable éventuellement de l'accompagner. Par contre, oui, là, pour autant, malheureusement, on dépasse largement les 2 heures parce qu'il va falloir prendre contact avec les services informatiques, leur expliquer la composante du FEC pour qu'il y ait les extractions nécessaires. Oui, mais on est quand même sur des cas voilà, Assez particuliers spécifiques. et en moyenne. Et en effet, je pense que sur les premiers que je vais faire, je ne vais pas mettre moins de 2 heures. Sur les premiers, je mettrai forcément un peu plus de temps, le temps de découvrir. Mais en spécialisant les équipes, on tient ce délai de 2 heures. Ok.
Alors, 2 heures, ok. Et Franck, combien on vend les 2 heures? Alors effectivement, c'est aussi une question qu'on a posée aux experts comptables, puisque c'est souvent une interrogation de ceux qui se lancent, c'est-à-dire quel est le prix de vente pratiqué. Alors peut-être en préambule, rappeler quand même que le prix, il est évidemment fixé par l'expert comptable et que par lui, qu'il est libre. Donc on a quand même posé la question. Ce qu'on constate, encore une fois, sur notre panel de répondants, c'est que généralement, en moyenne, le prix vendu se situe entre 200 et 500 euros. Quelques ECF vendus un petit peu en dessous de 200 euros et quelques ECF au-delà de 500 euros. Ce qu'on a constaté dans les réponses, c'est que quasiment la moitié des répondants fixent le prix de l'ECF qu'ils pratiquent en fonction du chiffre d'affaires de leurs clients. Ça a le mérite d'être, on va dire, C'est lisible. simple, lisible. Mais on a constaté également que plus d'un tiers des experts comptables adaptent le prix de leur ECF en fonction du dossier s'il est en tenue ou en révision. Évidemment, D'accord. ça n'implique pas les mêmes choses et la même complexité, évidemment, le même temps à passer. Et puis, 22% qui disent pratiquer un tarif unique pour l'ensemble de leurs clients. D'accord. Voilà donc pour les prix pratiqués par les experts comptables qui se sont d'ores et déjà lancés dans le CF. Cédric, depuis 2021, c'est ça à peu près la tarification ou comment ça fonctionne? Le, le- Déjà, je pense qu'on commet peut-être une petite erreur quand on dit il faut qu'on fasse le lien entre les 2 heures, si on considère que c'est 2 heures, et une tarification. Mhm. Moi, je ne pense pas, mais c'est mon avis, Mhm. que on vend du temps. On ne vend pas du temps quand on vend un examen de conformité fiscale, on vend une tâche, on vend une mission. Et donc, de dire ces 2 heures multipliées par un taux horaire, quel qu'il soit, pour arriver aux 200 ou 300 euros que vous évoquez, moi, en tout cas, je ne me suis pas du tout inscrit dans cette démarche. Après, encore une fois, je l'ai fait en 2021, Mhm. donc avec toutes les inconnues qui existaient autour de l'examen de conformité fiscale. Et lorsque je réfléchis à comment facturer l'examen de conformité fiscale, effectivement, moi je pars sur un peu la même stratégie qui est de dire comment structurer les clients. Le chiffre d'affaires est quand même un bon indicateur. Donc on crée une structure de niveau de chiffre d'affaires et puis en face, on y met des pourcentages. Donc, mais ça, c'est le premier volet. Et donc, lorsque j'applique ma tarification, oui, j'arrive à peu près à tomber sur les montants de 300, 400 euros que vous évoquez. Par contre, on peut quand même raisonnablement estimer que 2 dossiers avec la même volumétrie de chiffre d'affaires peuvent avoir quand même des difficultés sur certains points entre celui qui fait des provisions pour créances douteuses, celui qui n'en fait pas, celui qui éventuellement il y a des régularisations de TVA, celui qui n'en a pas, celui où vous avez une mission de tenue de comptabilité sur votre outil informatique et celui qui le tient sur son propre outil. Eh bien, moi, j'ai créé une sorte de matrice des risques, vous voyez, D'accord. par point de contrôle, en me disant, je vais reprendre chacun des points de contrôle, je vais essayer de créer 3-4 questions au travers de ces 10 points de contrôle, et à partir de là, je vais y appliquer un coefficient. Un coefficient 1, 0 risque, un coefficient 2, un risque moyen, et un coefficient 3, un risque élevé. Et à partir de là, je répondais à mes environ 12 questions, 12-15 questions sur ma matrice de risque qui me donnait un coefficient multiplicateur que j'appliquais sur la tarification qui avait été préalablement définie sur la partie chiffre d'affaires. D'accord. Donc un peu, ouais, c'est comme le modèle risque assurance par Une rapport à la approche par les risques. sécurisation. Ouais, tout à fait. Ok. Ah, très Mais c'est intéressant. très intéressant ce que vous dites parce que au fond, vous approchez la valeur économique de la prestation. Parce que la valeur, je suis un tout petit peu surpris par la faiblesse, au fait, de cette rémunération. Quand on raisonne sur l'ECF, qu'est-ce que c'est comme prestation rendue à l'entreprise? Si on ne considérait pas qu'en amont, vous avez la comptabilité, si vous ne considérez pas que vous êtes en train de faire, entre guillemets, un double emploi de votre activité, cette prestation-là, elle vaudrait beaucoup plus.
de dire à une entreprise, j'ai fait, entre guillemets, un pré-contrôle des risques principaux sur les questions fiscales les plus usuelles de votre entreprise. Et je vous donne blanc-seing. Mais vous savez qu'il y avait des entreprises dans le passé qui faisaient des contrôles à blanc. Et ces contrôles à blanc étaient rémunérés de façon importante. Pourquoi? Parce que ça, c'est une prestation particulière. Or, vous, je le dis gentiment parce que je vous aime bien, les experts comptables, eh bien, ils sont victimes, vous êtes un peu victime de la dualité d'activité en disant comme j'ai déjà tout bien fait, j'ai pas besoin de compléter la prestation, mais c'est une prestation d'une autre nature économiquement et elle a une autre valeur. Et je crois que ça, c'est pas très cher, objectivement, par rapport aux produits que l'on délivre. On délivre un document qui dit à l'administration fiscale, j'ai validé 10 points qui sont essentiels pour vous, que vous feriez toute seule si vous venez me voir, c'est les 10 points que vous regarderez, et je vous donne l'information, et mon client, il sait que l'administration a reçu un document qui lui dit, tout est bien. Mais ça vaut de l'argent de dire tout est bien. C'est bien plus important que de m'expliquer que mon bénéfice est de 50 000 euros, que de me dire que tout est bien et que l'administration sera contente de moi, Or, vous allez me réclamer beaucoup d'argent pour me déclarer un résultat, et sur la prestation spécifique, vous allez dire rien. Mais ça vaut de l'argent. Et là, c'est le jour où vous déconnecterez votre responsabilité d'expert comptable de celle de faire une prestation autonome de CF, vous verrez que les chiffres vont augmenter. D'ailleurs, je suis persuadé que dans les années qui viennent, quand tout ça, ça va bien fonctionner, eh bien, ça va progressivement augmenter. Parce que c'est une vraie prestation de service économique, fiscale, au bénéfice d'une entreprise. Et, vous avez, d'une certaine façon, je vous ai connu il y a 3 ans, une sorte de mauvaise conscience sur le sujet. Mais il ne faut pas avoir mauvaise conscience. Quand vous expliquez à votre client qu'il y a un compte rendu de mission, il suffit de montrer le document, que derrière chaque point, il y a une petite observation qui est donnée et qu'il faut passer du temps pour le faire. Ils savent que quand ils sont plombiers, eh bien, ils font 2 heures de travail et ils sont rémunérés pour 2 heures de travail, y compris quand ils se promènent pour venir vous voir, y compris quand il n'y avait rien à faire dans la serrure parce que c'est vous qui avez perdu la clé. Donc, ils font payer quand même. Donc, je pense, mais ça, vous savez qu'à l'origine, euh, il y avait beaucoup de vos confrères qui voulaient le faire gratuitement, qui disait puisque on n'apporte rien de plus que ce qu'on fait, on va le faire gratuitement. Je me suis même posé la question à l'époque en me disant pourquoi l'administration fiscale ne l'exigerait pas gratuitement. Alors là, elle vous a dit non, vous pouvez le faire payant. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Rien, Non. objectivement. Donc, je pense que là, il y a une sorte de scrupule professionnel qui vous honore, je vous accorde, mais qui quand même fait que les prix, parce que quand on regarde 2 heures, 2 heures sur les 80% de la première population, c'est moyen, quoi. Vaut mieux faire 1 heure. Vaut mieux faire 1 heure. C'est quand on est entraîné qu'on Alors, fait 1 heure. le point, vous le disiez tout à l'heure, qui est important, c'est de fait un caractère récurrent qui va vous permettre avec le temps de gagner un peu de temps et d'augmenter un peu les prix, ce qui va sur une période de 3 ans ou 4 ans rentabiliser. Mais je vous accorde que la première année, c'est un peu plus de temps, il faut s'adapter, il faut mettre en place la structure que vous avez vous-même évoquée. Mais bon, n'ayez pas de scrupules sur le prix. Après, sur le retour d'expérience, sur la présentation des tarifs aux clients, parce qu'on a eu un slide précédent qui introduisait le fait que combien d'experts comptables ont communiqué l'examen de conformité fiscale. D'ailleurs, le chiffre est assez important, je trouve. Il est vrai que nous, lorsqu'on l'a mis en place en 2021, la première action que nous avons faite, on a adressé un mailing général à nos clients en disant voilà, il existe l'examen de conformité fiscale, si vous avez des besoins, n'hésitez pas, nous sommes là. Le retour est proche de 0. Voilà, pour autant, j'étais sûrement dans les statistiques qui sont les vôtres. Nous, finalement, la stratégie qu'on partage avec l'ensemble des associés, nous avons un moment fort et un moment important, et il est en ce moment d'ailleurs, c'est l'établissement des comptes annuels, on rencontre nos clients, il y a un rendez-vous de fin de mission, et ce rendez-vous de fin de mission est une opportunité incroyable pour à la fois présenter l'examen de conformité fiscale et en même temps essayer de le vendre.
Pour le vendre, eh bien, moi en tout cas, ma matrice des risques, je fais tourner le petit outil avant, c'est-à-dire que je suis pas en train de me poser la question devant le client Ouais. combien ça vaut. Vous lui présentez la chose, vous lui expliquez, vous lui dites bah voilà, ça vaut 600, ça vaut 700 au regard des critères qui sont les vôtres. Le nombre de fois où j'ai eu cette réaction de surprise du client et de dire c'est que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un gap qui est assez important entre d'un côté la tarification moyenne qu'on observe et la perception du client. Parce que le client se dit, on est en train de m'expliquer que je ne vais pas avoir de contrôle fiscal Et tout ça pour uniquement. pour 200 euros. 200 C'est euros, ridicule. c'est ridicule, Excusez-moi de le dire. pour 500, pour 1000, etc. C'est pas etc. payé, Et ça. à un moment donné, c'est un rapport qualité-prix, si vous voulez, que vous Mhm. êtes en train d'offrir. Et même si moi j'observe que ma tarification est un peu plus élevée que les chiffres que vous présentez, à chaque fois, j'ai eu très souvent des réactions de surprise du client en disant bah, finalement, c'est pas cher. Et oui, on y va. Et on fait une lettre de mission dans la Mhm. foulée et c'est parti. On est d'accord. Alors malgré tout, Franck, ça divise. Hein. La question d'après, Oui, elle n'est pas aussi emballée que nous. on a également évidemment posé des questions à ceux qui ne réalisaient pas de CF, en tout cas pas encore de CF. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que sur ces 2 tiers des répondants qui ne proposent pas le CF, finalement, ils se répartissent en 2 catégories. Il y a la moitié de ces 2 tiers, donc un tiers, qui finalement déclarent qu'ils ne font pas de CF parce qu'il leur manque des choses. Il leur manque du temps. En tout cas, ils ont considéré qu'il leur manquait du temps. Il leur manque des arguments pour le vendre et bien le vendre. Et effectivement, parfois, ils se disent un peu démunis sur comment en parler à leurs clients et comment le vendre. Et puis, il y a aussi des experts comptables qui disent qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon outil ou qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher et donc de trouver le bon outil. Donc ça fait un tiers au global de la profession qui ne sont pas encore lancés dans le CF, mais parce que il leur manque quelque chose. Ils n'avaient pas tous les outils pour le faire. Et puis on a un dernier tiers de la profession qui, on va dire pour résumer, semble opposé à cette prestation d'examen de conformité fiscale de principe, en fait. D'accord. Et ils nous disent que, on l'a évoqué, que pour eux, dérouler un ECF, c'est auditer leur propre travail et que du coup, ils adhèrent pas à cette philosophie. Ou ils disent l'un ou l'autre, ou les deux, ils disent qu'ils considèrent que c'est le job de l'administration fiscale et qui ne souhaitent pas se positionner sur des missions qui devraient être, en tout cas pour eux, réalisées par l'administration fiscale. Donc finalement, pour résumer, si on reboucle avec les premières questions, qui fait pas, dans cette enquête, il y a 3 tiers qui se dégagent dans la profession, un tiers des experts comptables qui se sont lancés dans le CF, souvent et très souvent de façon outillée, et voilà, qui ont trouvé les bons arguments pour le vendre, et ça s'est bien vendu, qui ont trouvé la bonne méthodologie pour tarifer et le vendre. Un deuxième tiers qui n'ont pas encore trouvé le moment, ou en tout cas qui ne sont pas lancés, mais rien n'est bloqué. Et souvent ils disent on va s'y pencher, on va se lancer dans le CF. Et puis voilà, un dernier tiers qui semble opposé au concept. Alors, si maintenant on fait un petit peu un point sur le FEC, sur lequel s'appuie finalement le CF, Jean-Pierre, c'est une systématisation du dépôt du FEC, le CF, c'est un premier Bah, pas. c'est la question que je me suis posée tout à l'heure devant Mhm. vous. Mais une comptabilité doit reposer sur un fait qui soit contrôlable par l'administration. Je rappelle que la communication du FEC, aujourd'hui, c'est le premier acte de contrôle fiscal. Donc,
qu'est-ce que l'on a comme conséquence d'un examen de conformité? C'est qu'on commence par vous dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé par contrôler une entreprise au fond, et c'est pas l'administration, c'est vous. Ça, c'est très positif du point de vue de l'administration. Elle sait qu'il y a eu un contrôle du fait et que le premier contrôle qu'elle pourrait faire en faisant un examen de comptabilité à distance, c'est exactement ce que vous avez fait. Et si elle faisait un examen de comptabilité à distance, qu'est-ce qu'elle va chercher de plus? Elle va regarder la TVA et puis les provisions, et c'est fini. C'est exactement ça. Alors par contre, le fait qu'on prend un certain nombre, quand on analyse, un certain nombre d'opérations qui, en cas de contrôle par l'administration fiscale, eh bien, permettrait de faire des rectifications. C'est la question que j'évoquais tout à l'heure des charges non déductibles, par exemple. Et donc, quand des experts comptables disent c'est pas la peine que je fasse le contrôle moi-même, c'est l'administration qui le ferait à ma place, je ne suis pas sûr que ce soit le même résultat. Je dis ça en passant. Parce qu'il n'est pas rare que même dans des entreprises où tout est bien tenu, il y ait quand même des rectifications fiscales. Je suis, entre guillemets, suffisamment attentif à ces sujets pour le savoir. Par conséquent, oui, ça peut être, c'est l'amélioration des FEC. C'est un des objectifs qui est précisément évoqué par Bercy quand elle a mis en place le dispositif, ça c'est clair, d'avoir des FEC, alors qu'après ces FEC soient susceptibles d'être mieux utilisés, globalisés par un ordinateur de Bercy, ou faire, parce que ce que ne voit pas, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais il y a beaucoup d'experts comptables qui disent on n'est jamais contrôlé aujourd'hui, c'est la vérité, Oui. mais il y a quelque chose qui va disparaître, ce sont les organes de gestion dans leur conception avec une tutelle administrative. Ça, pratiquement, ils n'ont plus d'activité. Donc, il y a tout un champ de contrôle qui va devoir retomber dans l'administration fiscale. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, moi, je pense, je veux dire, le fond de ma pensée, elle va multiplier les examens de comptabilité à distance. Pourquoi? Parce que avec la procédure qui est là, examen de comptabilité à distance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire envoyez-moi votre FEC. Ben, pour analyser des faits, vous avez vu, vous avez mis pour 2 heures vous, pour le faire, l'examen de conformité fiscale. Eh bien, Bercy pourra prendre 100 dossiers, ça fait 50 heures, on va dire 45 parce qu'il y avait de la perte en ligne. Eh bien, au lieu d'en faire un, elle va en faire 45 dans la matinée. Et donc, quand on dit on n'est pas contrôlé aujourd'hui, oui, c'est vrai, mais demain, eh bien, avec l'examen de comptabilité à distance, ça veut dire tout simplement envoyez-moi des FEC. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, ceux qui pensent qu'ils ne seront pas contrôlés, eh bien, moi, je préfère que mon FEC, je le répète, soit vu par mon expert comptable, qu'il soit envoyé systématiquement au vérificateur, qui peut le faire parce que c'est juste ça. Voilà, donc voilà un petit peu. Ouais, sur cette partie. Alors, justement, on avait. Alors, sur l'outil, je vous laisse parler Oui, des alors, outils, voilà. parce que c'est vrai, et je terminerai mon intervention par là, beaucoup de vos confrères ont pensé à l'origine qu'après avoir déposé la déclaration de résultat, il convenait pour faire un ECF de se rendre à nouveau dans l'entreprise pour remplir le 30-30, ce qui évidemment est une erreur, puisque le travail, comme vous allez le dire vous-même, se fait à travers un outil, un meilleur outil qui soit pour votre profession. Et il y en a beaucoup sur le marché, mais vous en avez un qui est celui de Conform Expert, Alors, on a celui de sur Conform lequel Expert. je ne peux dire que du bien, mais je n'en dirai pas. Justement, en fait, c'est ce que disent les utilisateurs. Pardon, puisqu'on a un taux de satisfaction de 8,5 sur 10. Hein, donc, le front, c'est une aventure commune entre Compta Secure et puis ECMA, et notamment sur cette partie du FEC, qui est Oui, la tout pierre à fait. angulaire. Donc, Oui, tout à fait. Il y a maintenant plus de 2 ans et demi, effectivement, vous recherchiez un moteur permettant d'analyser automatiquement et en masse les fichiers des écritures comptables pour répondre spécifiquement aux 2 premiers points de l'examen de conformité fiscale. Donc à ce moment-là, on s'est réunis et on a réfléchi à ce que ce moteur d'analyse devait faire pour répondre spécifiquement aux besoins des experts comptables. et de façon Donc, simple. voilà, donc l'idée, ce qui est ressorti, c'était d'avoir un outil
qui était simple et qui simplifierait la vie des experts comptables dans le cadre de ces 2 points de contrôle de l'ECF. Donc le module d'analyse, vraiment, il a été calibré avec les experts comptables au travers de nombreux ateliers de travail. Il en est ressorti un outil qui, à la fois, met à disposition une puissance d'analyse et de calcul importante qui permet aux experts comptables d'analyser rapidement leurs fichiers des écritures comptables. On parle sur la plateforme aujourd'hui Conforme Expert de faits qui sont analysés en quelques secondes ou quelques minutes. Donc pour passer au crible l'intégralité du fichier des écritures comptables, c'est important de le souligner, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui d'analyser exhaustivement les fichiers des écritures comptables et pas par des méthodes de sondage classiques. C'est la totalité. C'est la totalité des fichiers qui sont passés au crible, ligne à ligne, écriture par écriture. Donc ça, c'était important. Par ailleurs, l'outil et ce moteur d'analyse, il a été pensé pour être complètement automatisé, c'est-à-dire que les utilisateurs ont pour ces 2 premiers points une réponse claire, oui conforme ou non conforme systématiquement, sans travail de leur part. Et dans le cas où il y a des anomalies qui sont identifiées, donc le premier point ou le deuxième point qui relève des anomalies, l'outil permet d'avoir le détail de ces anomalies. Donc l'expert comptable va pouvoir savoir et comprendre où ont été identifiées les anomalies et évidemment, potentiellement, mettre des observations dans son ECF ou carrément corriger les écritures en question. Et puis, dernier point que ce moteur d'analyse dans Conforme Expert permet, c'est la prise en charge des faits. Alors, c'est un peu un gros mot dit provisoire, c'est-à-dire des fichiers des écritures comptables qui ne sont pas, qui portent sur un Validé, exercice clos, donc dont certaines écritures ne sont pas clôturées. Et donc, sur l'outil Conforme Expert, l'expert comptable a la possibilité de déposer ses fakes provisoires pour voir l'analyse de ces points 1 et 2 réalisés avant la clôture. et Avant la avant clôture. la clôture. Voilà. Ce qui est Ça, c'est évidemment, très donc, important. on parle quelque part d'ECF à blanc Mmh. qui permet évidemment d'être dans une démarche d'anticipation et une démarche qui permet des corrections pour pouvoir corriger un certain nombre de choses dans la comptabilité et qui permet in fine d'aboutir à un FEC parfaitement propre et acceptable selon les critères de l'administration. D'accord. J'allais vous proposer quelque chose, mais je crois qu'on arrive au bout. Mais quand on entend ce que vous venez de dire, il me semble que l'avenir, c'est de faire un ECF en amont et que la bonne revendication, si je peux me permettre, membre du Conseil national, c'est de demander, si c'est possible, un décalage de dépôt de déclaration Si on pour fait le les FEC, entreprises qui auraient fait mmh. le FEC, ce qui vous permettrait Ouais. de passer le mois de juillet plutôt au mois de juin, de façon à ce que le dépôt de la déclaration soit fondé et on enverrait le 30-30 en même temps. Et donc là, vous auriez bouclé le système et vous sauriez que On part en votre vacances, liasse, tout est elle est fait. conforme. Et vous partez en vacances L'esprit quand libre. libre. Et voilà, je pense que c'est ça l'avenir. Cédric, un retour particulier par rapport à Conforme Expert, par rapport à l'analyse des FEC Déjà, je pense que quoi qu'il en soit, le point d'entrée, c'est de se dire il me faut un outil. Oui. C'est-à-dire, dès lors qu'on souhaite mettre en place l'examen de conformité fiscale au sein de son cabinet, il faut s'équiper. Donc après, on a le choix de l'outil. Moi, j'ai fait le choix de Conforme Expert au mois de mai-juin 2021. Mmh. Il est vrai que pourquoi j'ai choisi Conforme Expert parce que là, on parle beaucoup du point 1 et 2, mais il y a d'autres points. Et il est vrai que lorsque j'ai mené ma petite analyse comparative des différents éditeurs, bon nombre répondaient aux points 1 et 2 parce qu'ils avaient déjà, je dirais, en amont sûrement des outils très performants d'analyse de FEC. Pour autant, dès lors qu'on commençait à aborder le point 3 jusqu'au point 10, bien souvent on avait des réponses qui étaient « c'est en cours de développement ». À l'époque, Conforme Expert était l'éditeur qui, je trouve, avait déjà une certaine forme de maturité au-delà des points 1 et 2
puisqu'il nous offrait déjà le parcours de l'audit examen de conformité fiscale au travers d'un outil qui se veut simple, qui se veut intégré, c'est-à-dire qu'on peut avoir dedans notamment, je pense aux lettres de mission. On peut faire sa lettre de mission directement dans l'outil jusqu'à l'émission du compte-rendu de mission. Donc, on a finalement un outil complet. Ce que j'ai retenu voilà, l'outil permettait finalement d'aborder toutes les questions, tous les points, les 10 points. Il n'y a pas uniquement le point 1, le point 2. Et on était aussi sur le fait que voilà, c'est un outil complet qui va à la mission, enfin voilà, qui guide, c'est ça? C'est un outil qui se veut simple, intuitif. On est vraiment dans une démarche, donc on aborde les points les uns derrière les autres, on est guidé, on se sent guidé. Et puis, c'est un outil, comme je disais, qui se veut complet. On part de la lettre de mission, on peut faire notre lettre de mission, et puis on va jusqu'au compte-rendu. On a aussi une possibilité de vision de l'ensemble des dossiers sur lesquels on fait un examen de conformité fiscale pour voir le stade d'avancement. Voilà, donc moi je suis assez satisfait de l'outil. Et pour revenir sur le point 1 et 2, il est vrai qu'on a un outil qui est relativement performant et qui est capable également de traiter, alors sur un format un peu différent, puisqu'il faut envoyer directement le fichier à Conform Expert, sur des fichiers de PEC un peu lourds, qui nécessitent une analyse, je dirais, plutôt, une intégration Un en peu tout cas plus, dans l'outil à distance. Alors, on avait une question, Jean-Pierre, c'est finalement, j'ai coché que j'allais faire un ECF dans ma liasse quand elle part au mois d'avril et puis elle ne se fait pas. C'est gênant, c'est grave, Alors, peu du point importe. de vue de l'administration fiscale, elle vous dit il n'y a aucune conséquence. Ce qui nous importe, c'est le compte-rendu de mission. Par conséquent, les croix dans les cases, ce n'est pas notre sujet. On peut évidemment avoir un doute sur cette affaire, et notamment pour les cas où on aurait mis des croix et dans lesquels on était habitué à mettre un compte-rendu de mission, puis une année ou deux, on n'en met pas, et puis on revient. Donc là, il pourrait y avoir une question. Mais sur le plan des principes, il n'y a pas ce point. Moi, je pense néanmoins que, comme ça a été dit tout à l'heure, le moment venu, c'est-à-dire au moment de la discussion des comptes, de la présentation des comptes aux clients, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir si on va le faire ou pas. C'est-à-dire que mettre une croix dans une case sans que le client n'en ait été informé au préalable, en se disant que peut-être on aura le temps de voir s'il veut bien ou s'il ne veut pas, ça peut être une solution, mais en toute hypothèse, il faudra faire signer une lettre de mission, et cette lettre de mission, évidemment, c'est quand même mieux, ce serait quand même mieux qu'elle soit signée avant la date de dépôt de la déclaration. Voilà ce que je pense. Maintenant, personne ne va vous reprocher de faire un compte-rendu de mission sur un ECF qui a été validé par le client, parce qu'il y a une question quand même qu'on ne s'est jamais posée. C'est une prestation de service rendue par un expert comptable à un client qui vous le demande. En réalité, si je puis me permettre, c'est moi qui décide si je vais l'envoyer, le compte-rendu de mission. C'est pas vous. Moi, je ne fais pas de compte-rendu de mission sans que, je ne fais pas beaucoup de CF, je vous le rassure, sans que le client n'ait reçu en amont le compte-rendu de mission, parce qu'il pourrait me dire, mais monsieur Cossin, vous ne l'envoyez pas, parce que les observations que vous faites, à supposer que j'en fasse, il dirait, moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère qu'on n'en voit pas plutôt que vous ayez ce torchon. Et donc, si on raisonne, c'est moi qui décide, c'est pas vous. Et donc, si on a vu ça, peut-être que ça changera un jour ou l'autre, je ne suis pas sûr que ça a été... Mais si on dit ça, Bercy ne peut pas attendre de compte-rendu de mission qui ne soit pas conforme. Ou alors, ce sont des comptes-rendus de mission sur lesquels on a fait des régularisations. On n'en a pas parlé des régularisations, c'est un atout. Je constate qu'il y a une irrégularité qui a été commise, ça peut arriver partout. Et je constate et je régularise. Et je mets dans mon compte-rendu de mission régularisation de TVA 4 252 € à tel mois. Et je suis content. Donc, il y a ça aussi. Ça permet ces petites régularisations d'erreurs mineures qui sont faites pour ça. Mais Bercy n'a jamais attendu que l'expert comptable fasse un contrôle fiscal dans le but d'avoir des recettes fiscales supplémentaires. C'est absurde.
dans le fonctionnement. Ce n'est pas une mission légale. Ce n'est pas un inspecteur des impôts dissimulé. C'est un expert comptable qui rend une prestation à une entreprise et l'entreprise décide si elle l'envoie ou pas. Sauf qu'elle vous a donné un mandat. Et comme vous envoyez sa déclaration, vous envoyez le compte-rendu. Mais supposons qu'il soit mauvais. On voit quelquefois dans le compte-rendu de mission, il y a des fausses factures. Qui peut imaginer qu'une entreprise envoie un compte-rendu de mission en disant que dans mon entreprise, j'ai des fausses factures? C'est absurde. Donc, d'ailleurs, ce 30-30 devrait être un jour ou l'autre rénové. Peut-être ils vont s'en servir avec le social un jour ou l'autre, de manière à supprimer toutes ces scories qui proviennent de quoi? Qui proviennent des centres de gestion, qui, eux, étaient sous tutelle. Le centre de gestion, il était sous tutelle de l'administration, quelque part. Et donc, il avait une obligation de déclarer ce qui n'allait pas, les irrégularités, les fausses factures, les doutes que vous pouvez avoir. C'est pas possible pour vous. C'est pas possible pour vous. C'est impossible. Ouais. Même pour un tiers. Même pour un tiers. Si on vous demande de faire un ECF dans une entreprise et que vous avez des doutes sur des fausses factures et que vous dites dans le code 30-30 j'ai des doutes sur fausses factures, on vous demande le montant de la TVA et autant vous dire que votre client il dira je vous paye vos honoraires et puis je mets votre rapport, votre 30-30 à la poubelle. Donc, il faudra quand même qu'un jour, on revienne sur tout ça. Donc, tout ça, c'est des éléments particulièrement positifs. Régulariser les erreurs. Notamment, Laurent Benoudy, souvent, quand j'ai fait des conférences avec lui, il disait, c'est formidable pour la régularisation de TVA. Les petits décalages qu'on rencontre quand on fait l'alias et qu'on dit, oh, ben là, il nous manque 4 200 € de TVA, comment je vais faire quand je vais les régulariser? Je vais les régulariser, mais je vais les mettre dans ma déclaration CA3 sur telle ligne. Est-ce que je les mets en régule, pas en régule? Là, je le dis clairement, j'ai constaté une irrégularité et j'ai régularisé à tel mois, puis l'administration est contente. Voilà, et elle ne vient pas vous voir parce qu'il y a 4 000 €. Vous savez, il y a des contrôles fiscaux qui sont faits parce qu'il y a une irrégularité en matière de TVA. Oui. Hein. Et donc, tout ça, ce sont des points qu'on n'a pas évoqués, mais qui sont quand même positifs dans le sens où ça peut permettre quelques régularisations d'erreurs commises évidemment de bonne foi, même sans s'en apercevoir, qu'on peut découvrir tardivement et puis on régularise. Voilà. Très bien. Merci. Alors, il va être temps de conclure. On a dépassé un petit peu notre temps. Vous retrouverez bien entendu le replay. Vous allez retrouver également le support. Et dans le support, on avait prévu une petite démonstration de l'outil. Elle dure 6 minutes, donc regardez. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de découvrir comment réaliser un examen de conformité fiscale pour l'un de vos clients via conformexpert.com. Tout d'abord, connectez-vous à la plateforme avec vos identifiants compte expert. Dans le menu Préférences, vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre d'informations et notamment définir les honoraires pour chaque point d'audit à contrôler. C'est également à partir de ce menu que vous pourrez paramétrer les délégations pour vos collaborateurs. La plateforme vous offre la possibilité de réaliser la mission en 5 étapes principales. Créer le dossier client, créer une lettre de mission et la faire signer, importer et lancer l'analyse automatique du fichier des écritures comptables, créer un compte-rendu de mission, et enfin, envoyer ce compte-rendu à la DGFiP. Lançons maintenant un examen de conformité fiscale de bout en bout. Commençons donc par créer une nouvelle mission à laquelle nous allons rattacher un dossier client. Pour cela, soit vous sélectionnez un dossier déjà existant, soit vous créez un nouveau dossier en complétant le formulaire avec l'ensemble des informations nécessaires à la création du dossier, ou enfin, troisième option, vous pouvez importer l'alias directement depuis jedéclare.com. L'import de l'alias permet de récupérer automatiquement toutes les informations et de pré-remplir les champs du dossier client et de l'exercice afin d'éviter la ressaisie. Le dossier client et le nouvel exercice sont désormais créés. La deuxième étape est la création de la lettre de mission.
Conformexpert.com vous offre la possibilité de créer votre lettre de mission à partir du modèle de l'ordre des experts comptables qui reprend les informations du dossier via les données de l'alias importé. À noter que notre modèle de la lettre de mission est conforme au décret du 13 janvier 2021. L'autre option qui vous est offerte est d'importer votre propre lettre de mission. Une fois votre lettre de mission créée ou importée, vous pouvez l'envoyer en signature électronique avec justinexpert.com sans quitter l'interface. La troisième étape est l'analyse automatique des points 1 et 2 du chemin d'audit. Pour commencer, importez le fichier des écritures comptables de votre client et lancez les vérifications automatisées de la conformité et de la qualité comptable de ce FEC. À l'issue de l'analyse, vous allez pouvoir consulter les éventuelles anomalies détectées par l'outil. À noter que leur interprétation reste à votre libre appréciation. Petite astuce, vous pouvez également importer un FEC provisoire. En cas d'anomalie, vous pourrez ainsi facilement le modifier. Une fois le FEC contrôlé, on passe à la quatrième étape, qui est l'édition du compte-rendu de mission en sélectionnant les points d'audit à traiter. Commencez d'abord par saisir les informations générales en indiquant les renseignements de votre cabinet, les renseignements relatifs au client et les renseignements relatifs aux déclarations examinées. Le chemin d'audit consiste en l'examen de 10 points visant à valider la bonne application des règles fiscales par l'entreprise auditée. Pour rappel, les 2 premiers points auront été pré-remplis suite à l'analyse automatique lancée à l'étape précédente. L'analyse des 8 points d'audit restants pourra être réalisée à travers soit un parcours guidé, soit un parcours rapide correspondant au formulaire CERFA 3030. Le parcours guidé qui lui a été préalablement calibré par les experts comptables pilotes de conformexpert.com vous permet de renforcer la qualité de votre contrôle et d'éviter le rejet du compte-rendu le cas échéant. Notez bien que le niveau d'attention apporté à ces points d'audit devra rester à l'appréciation de l'examinateur et notamment de l'expert comptable qui pourra les analyser, les expliquer, les justifier et les basculer vers une conclusion de conformité ou non. Vous disposez durant tout le parcours d'une aide contextuelle détaillée pour chacun des points d'audit, permettant de mieux comprendre les éléments liés aux points d'audit. Terminez le compte-rendu de mission par la rubrique E, dans laquelle vous devez sélectionner ou renseigner le partenaire avec lequel vous comptez envoyer le compte-rendu de mission à la DGFiP. C'est ici que vous pouvez sélectionner jedéclare.com. Nous avons donc créé le dossier client et la lettre de mission, avons importé et analysé le FEC et avons généré le compte-rendu de mission. Il nous reste la dernière étape, l'envoi de rendu de mission sous forme de CERFA 3030 à l'administration fiscale. Pour cela, vous devez aller sur le formulaire CERFA 3030 déjà complété. Il doit être télétransmis par la procédure EDI-TDFC via jedéclare.com avant le 31 octobre pour les exercices correspondant à l'année civile ou au plus tard 6 mois à compter de la date du dépôt de la déclaration fiscale concernée. L'examen de conformité fiscale est maintenant terminé. Grâce à un outil simple, nous avons pu mettre en place un ECF très facilement et de manière automatisée. Maintenant, c'est à vous de tester. Rendez-vous sur ecmasolution.com. Vous avez également le livre blanc avec les interventions de Jean-Pierre et Eric qui sont disponibles sur le site d'ECMA, que vous pouvez retrouver. Donc n'hésitez pas à aller consulter toutes ces ressources. Et si demain on devait résumer ce que vous avez dit, donc on vend de la sécurité fiscale. On vend de la qualité comptable on et de démontre la aussi ce qu'on a sécurité fait. fiscale. Et on démontre ce qu'on a fait. On n'est pas en autorévision, on démontre ce qu'on a fait. Avec l'outil, c'est quand même guidé et on peut tenir en moins de 2 heures. Et c'est pas pour ça qu'il faut vendre que 2 heures. Et il y a une perception client qui est au-delà, donc il ne faut pas qu'on hésite trop par rapport à ça. Et on a de la satisfaction client. Donc merci à tous et puis on vous souhaite une bonne soirée.